Et on a cette attaque contre, je le disais, la base d'Abu Dhabi qui accueille des troupes françaises. C'est un drone kamikaze. Oui. C'est une attaque délibérée, évidemment, contre les pays du Golfe et contre les bases qui accueillent les alliés. Ah, absolument. Et d'ailleurs, aux Émirats arabes unis, il y a le même système de dôme de fer, de protection antiaérienne qu'en Israël. Donc les missiles ne passent pas, les roquettes ne passent pas. Par contre, les drones, c'est vraiment le problème des drones, on le voit en Ukraine. Les drones sont capables de passer, ils saturent les défenses antiaériennes, ils ne sont pas facilement détectables. Ils n'ont pas beaucoup de charge militaire, en général 50 kilos. On a vu l'explosion dans le port d'Abu Dhabi, ça fait pas une grosse explosion, mais néanmoins, ils font régner la terreur partout. Et ils obligent, et dans ce cas-là, ils vont signer une attaque d'une base aérienne des Émirats dans laquelle se trouve la France. Ils obligent effectivement la France à réagir. En gros, il y a 600 missiles et 600 drones qui ont été tirés jusqu'à présent. On ne sait pas dont combien disposent les Iraniens, mais une quantité importante. C'est la raison pour laquelle les frappes intensives vont se poursuivre pendant au moins une semaine, probablement 15 jours, avant que le tempo diminue et que les populations soient préservées de ce type de frappe. Et le port dont parle le Michel général, Fayad. c'est le plus grand port du Moyen-Orient, en fait. C'est Jebel Ali au Moyen-Orient, à Dubaï. Et donc, ce port, en fait, accueille tout ce qu'on veut envoyer vers les Émirats et vers tout le Moyen-Orient. Donc, c'est extrêmement important et ça impacte les entreprises françaises. Évidemment. Justement, à propos de la France, on va écouter Emmanuel Macron qui s'était exprimé il y a quelques instants dans l'après-midi sur l'île Longue. Il y prononçait un discours sur la dissuasion nucléaire française. Il a évoqué cet embrasement possible à nos frontières avec un Iran aux capacités balistiques et nucléaires non détruites. On écoute le chef de l'État. Nous ne pouvons plus considérer les menaces de manière isolée, car de nouveaux liens sont apparus entre elles. Quel est le prix du soutien massif de la Corée du Nord à la guerre d'agression que mène la Russie? Quelles sont les ramifications du traité d'alliance entre les deux pays? Que dire de la dépendance extrême dans laquelle la Russie s'est placée vis-à-vis de la Chine? De tout cela, nous devons tenir compte. À cela s'ajoute la guerre en cours au Proche et Moyen-Orient, qui porte et portera son lot d'instabilité et d'embrasement possible à nos frontières, avec un Iran aux capacités nucléaires et balistiques non encore détruites. Sur cela, je reviendrai dans les prochains jours. Éric Woerth, cela veut dire que le président va prendre à nouveau la parole, on imagine, sur la situation au Moyen-Orient. Comment expliquez-vous ce changement de stratégie de la France? Je crois qu'on a besoin d'une parole présidentielle à des moments comme cela. Tout peut dériver et chacun le perçoit bien. On ne sait pas où ça va. On voit bien que la guerre qu'on a appelée des 12 jours n'a pas donné les résultats qu'elle pensait donner en détruisant les capacités d'enrichissement d'uranium de l'Irak, de l'Iran. Et aujourd'hui, il faut aller, je ne sais pas comment dire, mais au bout du travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a décidé d'employer non plus les moyens diplomatiques, mais qui étaient inefficaces, les moyens militaires, pour protéger Israël, pour protéger le droit des femmes, pour protéger les peuples du monde occidental contre le terrorisme. Enfin, l'Iran était devenu un État terroriste. Et donc on a absolument besoin, aujourd'hui, à partir du moment où les armes parlent, qu'elles aillent jusqu'au bout, avec le soutien du peuple iranien. C'est ça la question. Et la vraie question qui peut être aujourd'hui posée, chacun la pose et personne n'a vraiment de réponse à ça, c'est qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le mode de répression et le règne de la terreur en Iran sur son propre peuple, est-ce que ça va continuer? Est-ce que le peuple va réussir à se soulever? Est-ce que les gardiens de la révolution vont rester fidèles? Enfin, tout ça, il n'y a pas de réponse à tout cela. Mais on a besoin de le savoir. Et la France, elle doit jouer son rôle, d'abord protéger nos concitoyens. En France, il y a 400 000 ressortissants français dans la région. Essayer de continuer, il ne faut pas oublier non plus l'Ukraine là-dedans. L'Iran livre beaucoup de missiles aux Russes, de drones. Donc tout ça est de drones. Tout ça est quand même très lié. Le président, d'ailleurs, a très très bien indiqué quelles pouvaient être les liaisons un peu souterraines qu'il y avait derrière tout cela. On doit l'éclaircir et on doit tenter de retrouver un ordre international qui soit un ordre fondé sur la liberté des peuples, sur le commerce international, sur le respect des uns et des autres. C'est cette bataille qui est engagée. Bien sûr. Vous avez évoqué le risque terroriste, il est évident. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, met en alerte les forces de l'ordre françaises pour protéger à la fois les lieux de culte de la communauté juive, mais aussi les opposants iraniens, parce qu'on sait qu'ils sont très menacés
passer sur notre sol, Louis Dragnel, il y a un risque d'attentat terroriste. L'Iran est acculé, le Hezbollah l'est aussi. On connaît les méthodes de ces organisations. Surtout que les méthodes, entre guillemets, des Iraniens en France ont fait leurs preuves. Piloté directement depuis l'ambassade d'Iran à Paris. Et d'ailleurs, la DGSI suit très activement tous les proxys ou carrément des commandos qui viennent directement de l'Iran et qui, à plusieurs reprises, ont menacé des manifestants, ont déjà tué ou enlevé sur le territoire national des opposants au régime. On sait que pour l'Iran, pour le régime actuel iranien, la France est un territoire qui est surveillé de très près. Premièrement, parce qu'il y a une communauté d'exilés, de réfugiés iraniens qui est très importante. Et puis deuxièmement, parce qu'il y a aussi il y a toujours eu ce lien entre le régime tel qu'il a été fondé. Et il faut quand même se souvenir qu'à l'origine, tout a été conçu depuis la France. Depuis Neauphle-le-Château. Depuis Neauphle-le-Château, avant d'organiser cette révolution, de renverser le Shah et avant la prise de pouvoir par les islamistes. L'ayatollah Khomeini. Exactement. Un mot, général Clermont ? Non, je pense que c'est le principe de réalité qui nous rattrape et les Européens savent que ce qui se passe là-bas les concerne, ils ne peuvent pas rester à l'écart. Donc ils vont rentrer prudemment. C'est une manière prudente de rentrer avec une base légale qui est escalée mais qui leur permet de sauver la face, puisque la question du droit international est apparemment très importante. En tout cas, je suis persuadé que les états-majors planifient des choses qui vont arriver dans les prochains jours. Cela dit, les règles... Cela dit, on voit bien que toutes les règles internationales, elles sautent les unes après les autres. C'est d'ailleurs assez mais personne n'a mentionné, par exemple, l'ONU. C'est vrai sur le plan commercial, c'est vrai, l'ONU n'a plus grand-chose à dire, parce que le Conseil de sécurité, c'est des décisions à l'unanimité que par nature, on ne peut plus prendre. Voilà, il y a vraiment tout ça est obsolète. Un travail totalement de refonte des règles internationales, mais qui ne peut pas être fait compte tenu aujourd'hui de la capacité des gouvernements à le faire. Dans ce contexte-là, personne ne sera jamais d'accord. Et ça, c'est très inquiétant. Quand il n'y a plus de règles internationales, tout l'enjeu pour être crédible, c'est d'être cohérent et constant dans ce qu'on dit. Et ce qui est vrai, c'est que par le passé, la France, présidée par Emmanuel Macron, a donné des signes assez contradictoires. Il faut se souvenir quand même, au moment où les États-Unis envoient leur B-2 pour frapper l'arsenal nucléaire iranien sur le sol iranien, eh bien, c'est le ministre des Affaires étrangères français, donc d'Emmanuel Macron, qui organise la rencontre entre les représentants iraniens et un certain nombre de leaders occidentaux en Suisse, et pour permettre un peu de donner aussi une caution internationale à un régime qui était très fortement en perte de vitesse. Et c'est vrai qu'on passe, en l'espace de quelques mois, à la France qui mettait en garde les États-Unis contre des frappes un peu trop importantes. Et aujourd'hui, on est sommé, on n'a plus le choix que d'aller dans le sens des États-Unis pour des raisons que aujourd'hui, je pense, beaucoup de gens comprennent. Et puis deuxièmement, parce que on a des intérêts là-bas. Il y a des intérêts économiques, avec notamment tout le trafic maritime qui est stoppé dans le détroit d'Ormuz en ce moment. Et puis les intérêts liés à nos bases, à la présence française dans la zone. Il faut rappeler quand même qu'il y a plus de 4000 soldats français qui sont présents globalement autour de 4 bases dans cette région du monde. 18h21, on est en direct sur CNews et Europe 1 dans cette édition spéciale de Punchline. On est en ligne avec Emmanuel Radzavi, grand reporter et qui connaît évidemment bien l'Iran puisqu'il est iranien. Emmanuel Radzavi, on voit que les opérations militaires se poursuivent, les frappes chaque jour à la fois de la part d'Israël et des États-Unis. Est-ce que le régime de la République islamique est prêt à céder ou pas? Ou est-ce qu'on en est encore loin selon vous? Non, alors je pense qu'on n'est pas encore arrivé au moment en fait où il va céder. Vous savez, à la tête du régime, vous avez des gens qui sont idéologisés, qui sont des islamistes conservateurs extrêmement durs. Alors la réalité, c'est que c'est un régime qui est éclaté, qui est fracturé en fait de l'intérieur. Vous avez d'un côté, en fait, vous savez, Laurence, les conservateurs qui sont issus de la révolution islamique de 1979. Ali Khamenei, le guide qui a été tué par les frappes israéliennes, en faisait partie. Puis vous avez ce qu'on appelle les réformateurs, qui sont les clans un peu affairistes, un peu mafieux, qui eux aimeraient effectivement trouver une solution négociée. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces deux clans en fait ne se parlent quasiment plus. D'ailleurs, c'est ce qui a posé problème lors des négociations, c'est que ceux qui parlaient étaient plutôt proches des réformateurs, alors que le guide suprême, si vous voulez, lui, ne voulait pas céder en fait sur le nucléaire, évidemment en fait sur la question des missiles balistiques et des proxys. Donc moi, je pense que ces gens-là, si vous voulez, sauf à ce qu'ils disparaissent, sauf à ce qu'ils soient éliminés, on aura du mal, si vous voulez, à avoir un régime qui capitule, parce que vous aurez toujours en fait des poches de gens
qui voudront créer le chaos, quoi, en fait, hein, parce qu'ils sont... Vous savez, il y a un exemple que je donne toujours. On enseigne à l'école des cadets des gardiens de la Révolution actuellement le fait que l'heure de l'apocalypse est arrivée, que cette apocalypse, elle se traduit en fait par la lutte contre le mal étant incarné sur Terre par les États-Unis et Israël. Ça en dit long en fait sur l'état d'esprit en fait de ces gens-là, qui, je le rappelle, ont commis des massacres de masse, ont commis des crimes contre l'humanité, ont massacré leur population par dizaines de milliers il y a quelques semaines. Vous pensez que le régime est prêt à tout, y compris organiser des attentats terroristes dans les pays occidentaux, sur le sol européen, sur le sol français, Emmanuel Radavi? Alors oui, vous avez raison. Non seulement en fait il est prêt à le faire, mais la menace terroriste aujourd'hui elle est très élevée, bien sûr en Europe, donc en France, mais aussi je discutais avec un de mes contacts proches des sources de sécurité en fait aux Émirats Arabes Unis, qui me disait que même les Émirats Arabes Unis aujourd'hui sont en alerte et pensent qu'il est tout à fait possible en fait qu'il y ait des attentats. Vous avez près de 500 000 Iraniens qui vivent en fait aux Émirats Arabes Unis, alors qu'ils ne sont pas tous des gens liés au régime, évidemment, encore heureux d'ailleurs. Mais enfin, au milieu de tous ces gens-là, vous avez toujours en fait comment dire, la possibilité d'avoir en fait des groupes, des gangs qui se cachent. En France aujourd'hui, il faut bien avoir à l'esprit que les gardiens de la révolution iraniens ont des liens avec des bandes qui sont issues en général du narcotrafic, aussi avec des organisations liées au gangstérisme algérien. Je le dis parce qu'on en a beaucoup parlé avec mon co-auteur Jean-Marie Montagnier, on a beaucoup enquêté là-dessus dans le cadre de la pieuvre de Téhéran qu'on a écrit il y a quelques mois. Il faut comprendre que cette menace, elle est bien réelle et on peut comprendre d'ailleurs que ce soit en partie ce qui puisse inquiéter, je dirais, les autorités françaises, évidemment. Merci beaucoup Emmanuel Radzavi, auteur de La pieuvre de Téhéran, que je recommande à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. On est en édition spéciale sur CNews et sur Europe 1. À l'instant, les gardiens de la Révolution affirment avoir attaqué un pétrolier dans le détroit d'Ormuz. Eric Woerth, vous êtes avec nous. On sait que 20% du trafic pétrolier, maritime pétrolier passe par le détroit d'Ormuz. Est-ce qu'on peut s'attendre à une crise énergétique majeure dans les semaines qui viennent? On sait que le prix du baril et du Brent a déjà largement augmenté. Ça va avoir des répercussions à la pompe. Donc, crise économique pour nous aussi. Alors, je ne crois pas qu'il faille tourner complètement les choses en noir. Mais, bon, pourtant, on a du mal à les voir en rose, hein, monsieur Woerth. En disant ça. On est moins dépendant du pétrole qu'on ne l'a été, nettement moins qu'au moment de la guerre du Golfe, par exemple, la guerre qui avait créé la grande crise. Beaucoup moins, je sais pas, au moins 20 ou 30% de moins qu'aujourd'hui. Mais quand les cours du pétrole montent dans le monde entier, on est impacté, Eric Woerth? Oui, mais il y a des alternatives au pétrole aujourd'hui, beaucoup d'alternatives au pétrole. Oui, il y a des alternatives au pétrole. On est moins dépendant du pétrole qu'on ne l'était. Évidemment qu'on l'est. Donc évidemment, un prix du baril à plus de 100 euros ou 100 $, ça posera évidemment beaucoup de difficultés et peut-être plus. Mais le monde a un peu changé. Je pense que juste, ce sera un effet moins important que l'effet que ça avait eu à l'époque où il y avait eu un grand brasier et la guerre, ce qu'on avait appelé la guerre du Golfe, et que tout avait explosé en termes de prix de l'énergie. Il n'y a pas que le pétrole, effectivement, me signale Michel Fayad, il y a aussi le gaz qui passe par des 77 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié qui sortent du Qatar chaque année, passant par le détroit d'Ormuz, et ça nous impacte directement puisque le prix du gaz est lié au prix de l'électricité vendue en Europe. Donc si jamais le détroit d'Ormuz venait à être fermé, ça aurait un impact directement sur notre poche, non pas par rapport au pétrole seulement, mais par rapport au gaz. Parce que si le tiers quasiment du gaz mondial est bloqué, ne peut pas sortir, et qu'on n'achète pas du gaz de la Russie, ça fait quand même 2 pays essentiels pour le gaz mondial qui sont mis hors course, hors jeu au niveau européen. Et donc on aura un vrai problème parce qu'on est impacté au niveau du prix de l'électricité, parce que c'est un prix d'électricité européen. Nos centrales nucléaires refonctionnent à plein. Ce n'était pas le cas il y a 2 ou 3 ans. Elles étaient en plein entretien. Donc on a quand même beaucoup électrifié un certain nombre d'usages. Évidemment que ça aura un impact économique. Évidemment que ça ralentira l'économie mondiale. Évidemment qu'on paiera plus cher le prix de l'essence. Et d'électricité. Mais ce sera, pour l'instant, j'espère en tout cas, à peu près supportable. On va partir à Dubaï dans un instant. Allez-y. Et puis ça crée des tensions.
c'est surtout que ça crée des tensions, une incertitude fondamentale, des pays qui se réarment, et donc ça crée de l'activité autour du réarmement, mais ça crée vis-à-vis du reste de l'économie des incertitudes dont le monde économique a besoin en ce moment. les taux d'intérêt Rachel peuvent Kahn, monter, vous avez raison. l'investissement peut baisser, enfin tout ça. Rachel, et puis on part à Dubaï. Sur les répercussions, effectivement, économiques, elles sont présentes. Et vous en parliez tout à l'heure, les répercussions sécuritaires en France. Aujourd'hui, ce sont les fêtes de Pourim qui s'ouvrent et on a reçu effectivement sur nos messageries, on va aller dans les synagogues, etc., des consignes extrêmement précises par rapport à ce conflit qui est en réalité un conflit mondial. Il y a aussi tous ces ressortissants français qui sont bloqués en ce moment, que ce soit au Qatar, que ce soit à Dubaï, que ce soit à Bahreïn, Koweït. On est en ligne avec Yaniv Vazenkot. Bonsoir à vous. Vous êtes un touriste français qui est bloqué à Dubaï. Vous deviez partir hier, mon cher Yaniv. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Vous avez même dû dormir dans le parking de votre hôtel cette nuit. Est-ce que les autorités françaises, est-ce que le Quai d'Orsay vous donne des moyens d'information et pour évacuer dans les prochains jours Dubaï? Eh ben, tout d'abord, merci, bonsoir, et merci à CNews de nous donner la parole parce que justement, on a vraiment besoin de se faire entendre. Parce que vous savez, l'ambassade française aux Émirats ont transmis un numéro de téléphone d'urgence qui ne répond pas. On ne peut appeler personne, on n'a pas de contact de la France. C'est une situation très compliquée. Donc vraiment, voilà, c'est un appel entre guillemets à l'aide, pas que pour moi, pour toutes les familles que je vois dans le lobby de l'hôtel. Comme vous l'avez dit, on a dû dormir dans un parking. On a passé toute la nuit dans un parking au -1. C'est une situation très compliquée. Il y a des familles, des enfants en bas âge qui, je vous l'assure, ne méritent pas du tout de vivre des situations comme ça. On entend des missiles, on n'a pas, je ne sais pas si ça se voit à mon visage, mais on n'arrive pas à dormir. La situation est très compliquée. Il y a des explosions. Alors évidemment, c'est les missiles qui se font intercepter parce que voilà, les Émirats ont quand même un système antimissile. Mais que fait la France? C'est ce que je vous demande. Que fait la France? On a beau, voilà, j'ai vu que Air France ont réouvert des vols pour la fin de la semaine. Ils ont été annulés. Là, j'ai reçu un message il y a 30 minutes. Tout a été annulé. On ne comprend pas ce qui se passe. On appelle, voilà, le numéro, ça ne répond pas. Ça ne fait même pas un bip. J'ai envie de vous dire, que fait la France? La situation est très compliquée ici. Voilà, même si, encore une fois, je veux le dire, les Émirats font un travail remarquable, déjà grâce à leur antimissile, mais surtout, voilà, le staff des hôtels, etc. Tout le monde est vraiment, voilà, au pied-vive, voilà, pour faire attention à ce qu'on fait et pour nous mettre en protection. Mais voilà, enfin, c'est pas normal, comme vous voyez sur les images là que j'ai transmises, on a dormi toute une nuit dans un parking avec très peu d'eau. Enfin, c'est très compliqué. Donc, j'ai envie de vous dire, mais que fait la France? Voilà, vraiment. Ouais, on entend votre coup de gueule et tous les Israéliens qui vivent dans des abris depuis des semaines comprennent ce que vous vivez. D'abord parce que vous n'êtes pas préparé à ce type de situation et que, Rachel Kahn, vous pouvez me le confirmer, les alertes retentissent. Vous devez foncer dans les mamades, dans les abris. En Israël, c'est organisé et évidemment à Dubaï, ce n'est pas organisé. Exactement. À Dubaï, ce n'est pas organisé. Et par ailleurs, effectivement, le peuple iranien aussi est en souffrance parce qu'il n'y a pas cette logique de protéger la population. Mais c'est vrai qu'on peut comprendre que lorsque le pays n'est pas organisé pour subir les alertes en permanence, eh ben, ce sont les citoyens, et notamment les citoyens français, qui trinquent. Et un dernier mot, allez-y Yaniv. Dernier mot, c'est vraiment important. Sur les réseaux, on voit une situation qui est vraiment ridicule de Français qui sont en France et qui se permettent de se moquer, de prendre à la rigolade des Français qui sont aux Émirats, comme quoi, même ceux qui habitent là, en leur disant, voilà, bon, ils sont là pour les impôts, c'est bien fait pour eux, fallait pas quitter la France. Mais j'ai envie de vous dire, mais quelle honte de critiquer des influenceurs ou peu importe le métier. Voilà, moi je suis là, je suis pas influenceur, je suis venu faire des vidéos pour ma chaîne Il a 26. Enfin, il y a des gens qui critiquent les influenceurs ou peu importe les Français qui sont là parce qu'eux, ils sont venus s'exiler, etc. C'est une honte. Enfin, franchement, il n'y a pas de temps pour rigoler ou pour prendre à l'ironie cette situation. C'est très compliqué. Vous avez raison. Et honnêtement, on l'a souligné tout de suite. Encore une fois, pour l'avoir vécu, quand on est en Israël, tout ça n'a absolument rien de drôle. Non, Rachel. rien de drôle, mais après on voit bien l'influence des réseaux sociaux sur notre solidarité internationale. Tout de suite le ricanement, tout de suite la moquerie, alors que la situation est douloureuse et que nos concitoyens ont besoin de rentrer le plus rapidement possible. 18h31 en direction CNews et Europe 1. Célia Barotte nous a rejoint. Bonsoir Célia. Justement, qu'est-ce qui est déployé, qu'est-ce qui est mis en place par la France pour venir en aide à ses ressortissants? On a entendu Yaniv qui lançait un appel depuis Dubaï.
Eh bien, on va faire un point, Laurence, sur ces Français qui se trouvent donc dans la zone concernée. Près de 400 000 Français sont résidents ou de passage dans la douzaine de pays de la région directement concernés par la situation. Il y a 2 pays en particulier où les communautés françaises sont particulièrement nombreuses et donc les Français de passage également. C'est d'abord Israël, vous le voyez sur l'écran, et pour nos auditeurs d'Europe 1, Israël, c'est 220 953 Français. Aux Émirats Arabes Unis, on compte 63 712 Français. À notre connaissance, aucune victime française pour le moment, et heureusement n'est à déplorer à ce stade. 15 postes diplomatiques, ambassades et consulats sont pleinement mobilisés pour assurer la sécurité des ressortissants français et leur porter assistance, le cas échéant. S'ajoute à leur action le centre de crise et de soutien du ministère qui a mis en place une cellule téléphonique d'urgence joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les messages passés à nos compatriotes à l'étranger sont clairs. À tous, consultez régulièrement le site diplomatie.gouv.fr. Les consignes y sont mises à jour quotidiennement, et aux Français de passage, inscrivez-vous sur le fil d'Ariane. Vous voyez ces numéros d'urgence, notamment des ambassades. Renseignez-vous sur ces nombreux numéros concernant les ambassades, les consulats, l'ambassade de France à Abu Dhabi, le consulat général de France à Jérusalem. Et puis le fil d'Ariane qui permet de localiser les Français de passage dans les zones concernées. S'agissant de l'espace aérien, tous les espaces aériens ne sont pas fermés. L'espace aérien demeure ouvert au Liban, en Jordanie, à Oman, et des vols vont reprendre de manière très limitée, nous dit-on, aux Émirats Arabes Unis à partir de ce soir. Concernant Air France, la compagnie a décidé de prolonger la suspension de ses vols de et vers Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad jusqu'au 5 mars inclus. Merci Célia Barotte. Encore faut-il que ces numéros répondent, et c'est ce qu'on entendait, et ils ne répondent pas forcément. Une dernière information, Michel Fayad de Hezbollah vient d'envoyer des drones et des missiles sur Israël. Oui, absolument, et apparemment il y a également des frappes israéliennes contre des officiers du Hezbollah en ce moment même. Donc les choses vont devenir de plus en plus intenses cette nuit.